Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce midi. Alors, on va commencer la conférence là, très bientôt. Mais juste avant, là, quelques instructions, là, quelques éléments techniques. Alors, d'abord, la conférence va être diffusée par Zoom webinaire et ça va être enregistré. Sachez toutefois que la confidentialité des participants est assurée. Donc, vos noms, caméras, micros seront pas visibles à l'enregistrement et la période des questions va être coupée du montage. La conférence d'aujourd'hui va durer environ 35 minutes et ça sera suivi d'une période de questions et d'échanges avec la conférencière. On vous invite donc à noter, conserver vos questions pour la fin et vous aurez aussi là, accès là, au mode par la suite de réunion pour poser vos questions. Alors, dernier point, l'enregistrement complet et la présentation d'aujourd'hui vont être déposés en ligne après la conférence et vous recevrez un lien par courriel. Donc, avant que Cindy vous présente, je vais un peu le présenter. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est organisé par l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal, connu sous IURDPM, et un des sites du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Grand Montréal, connu sous le CRE. Alors, je suis Kwana Han, je suis professeure adjointe à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et aussi chercheuse régulière au CRIR au site de l'IURDPM. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la conférencière qui est Cindy Louis Delsoin. Cindy est ergothérapeute, mais aussi doctorante en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal sous la direction de Amidon et moi-même. Cindy est affiliée aussi au CRIR, mais également au Centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité, connu sous CRIJA. Sa recherche s'intéresse aux enjeux d'équité et d'intersectionnalité en santé. Montréalaise d'origine haïtienne, elle s'engage activement à promouvoir des environnements de réadaptation qui sont plus inclusifs, tant au niveau clinique que recherche, avec une attention qui est particulière aux communautés noires. Alors aujourd'hui, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, sa présentation va porter sur Mieux faire ensemble, la voix des thérapeutes issus des communautés noires. Cindy nous propose de plonger dans les réalités qui sont souvent invisibles en termes d'équité et d'inégalité vécues par les professionnels de la santé issus des communautés noires, surtout en ergothérapie et en physiothérapie. Elle va aussi nous présenter des pistes d'action concrètes qui peuvent être particulièrement utiles pour les gestionnaires des équipes. Après la présentation, vous êtes invité à poser vos questions et échanger avec elle en mode réunion. Alors sur ce, je lui cède la parole et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, Kwana. Donc, sans plus tarder, je vais déjà faire mon partage d'écran. OK, je vais juste me setter pour être comme il faut. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir répondu à cette invitation et je remercie particulièrement l'équipe du CRIR et de l'IURDPM de m'avoir invité, surtout Claudia Bonjanowski et Sandra Doyon, pour avoir rendu possible cette opportunité-là de présenter mes travaux. Donc, alors que le mois de l'histoire des Noirs tire à sa fin, je suis sincèrement touchée, mais aussi je suis optimiste que cette présentation va ouvrir la porte pour poursuivre des réflexions au-delà du mois de février en vous offrant des repères concrets. OK, donc le sujet du jour, réalité et recommandations pour soutenir l'équité et la reconnaissance des ergothérapeutes et physiothérapeutes issus des communautés noires. Et comme Kona l'a mentionné, ce projet s'appuie là sur mon doctorat. Donc aujourd'hui, on va passer rapidement sur 5 objectifs. Ça va être quand même assez rapide, donc on n'ira pas nécessairement dans les détails. Mais on va d'abord distinguer les formes d'injustice vécues par les professionnels issus des communautés noires en réadaptation et leurs impacts sur la qualité de vie au travail, décrire les aspects relationnels et interpersonnels à privilégier ou à éviter pour favoriser le travail en collaboration, reconnaître les pratiques organisationnelles qui favorisent ou freinent l'équité et l'inclusion, et réfléchir à ses propres rôles dans la transformation des cultures professionnelles en réadaptation. Donc, allons-y avec le premier objectif pour distinguer les formes d'injustice et discrimination.
Donc, d'abord, comment on distingue injustice et discrimination? En fait, l'injustice, c'est lorsque des personnes sont privées de leurs droits fondamentaux en raison de déséquilibres de pouvoir. Et ça peut être en raison de pratiques, de règles ou de structures qui produisent des résultats qui sont inégaux et inéquitables pour certaines personnes ou certains groupes. La discrimination, elle, est une forme d'injustice qui se caractérise par une action ou un comportement, qu'il soit explicite ou implicite, qui désavantage ou marginalise une personne ou un groupe de personnes en raison de caractéristiques spécifiques. Donc, par exemple, l'identité de genre, l'âge, l'ethnie, la religion, la situation de handicap ou d'autres traits qui sont protégés par la loi canadienne. Donc, pour illustrer ce concept, prenons un exemple bien connu, les listes d'attente. Alors, des longues listes d'attente pour accéder à un service de santé, ça représente un exemple d'injustice. Donc, ces délais portent atteinte aux droits humains, donc notamment le droit à la santé. Et malheureusement, on a besoin de prioriser certains besoins, ce qui fait que tout le monde n'a pas nécessairement accès aux services dont ils ont besoin au moment opportun. Donc, pour pallier ces délais, il y a certaines personnes qui ont des moyens financiers pour recourir à des services alternatifs, par exemple aller consulter au privé. Et d'autres personnes moins aisées n'ont pas cette option. Donc, ça crée des déséquilibres de pouvoir. Et donc, dans ce contexte, la notion d'injustice peut prendre différentes formes dans la société, ce qui la rend multifactorielle et complexe. Donc, au final, ces contextes conduisent inévitablement à des inégalités là, entre les individus. Cependant, si certaines personnes sont placées plus longtemps sur une liste d'attente à cause de leur âge, de leur ethnie ou d'autres caractéristiques identitaires, euh, il s'agit alors d'un traitement distinctif qui est spécifique aux traits de ces personnes ou au groupe auquel elles appartiennent. Donc, ce traitement peut être explicite, par exemple, un clinicien qui reporte volontairement l'évaluation d'une femme âgée noire pour prioriser d'autres cas plus faciles, entre guillemets. Ou ça peut être aussi implicite, par exemple, de présumer que cette même dame exagère sa douleur ou qu'elle tolère mieux l'inconfort et donc ce qui mène à retarder euh, cette personne dans la file d'attente. Donc, il en demeure que ce traitement cause des désavantages qui sont ciblés et qui sont portés sur les caractéristiques de la personne. Alors, les injustices sont comme un parapluie qui inclut entre autres la discrimination et en résumé, toutes les discriminations sont injustes, mais toute injustice n'est pas forcément une discrimination. Donc maintenant, si on se penche sur la réadaptation spécifiquement, les communautés noires représentent seulement 5% des ergothérapeutes et physiothérapeutes selon des données des États-Unis, mais on n'a pas encore de données au Québec sur ces proportions. Néanmoins, force est de constater que euh, cette sous-représentation est encore très forte en réadaptation et c'est la raison pour laquelle je m'intéresse spécifiquement aux personnes noires en réadaptation. Donc, au Canada, un nombre croissant d'études se sont intéressées aux thérapeutes qui sont racisés. On parle là de thérapeutes qui sont socialement considérés comme des personnes qui ne sont pas des personnes blanches dans les catégories raciales. Et plusieurs injustices ont été documentées, donc notamment des injustices raciales comme la discrimination, les stéréotypes ou l'exclusion. On a aussi des exemples d'injustice épistémique, donc qui dévalorisent les connaissances ou l'expertise des thérapeutes, par exemple en remettant en question leurs compétences ou leur point de vue. Puis, il y a aussi des injustices systémiques, donc ce qui signifie que ces inéquités-là se manifestent pas seulement dans les interactions entre les individus, mais aussi sont ancrées dans des structures, des politiques et des normes et des dynamiques de pouvoir qui les désavantagent. Donc, l'absence d'études au Québec contraste beaucoup avec un essor là en Ontario et en Nouvelle-Écosse qui s'intéresse de plus en plus aux réalités des thérapeutes racisés. Pourtant, au Québec, on a plus de 25% de la population noire du pays, ce qui appuie la pertinence de se pencher sur cette question, car il s'agit de problèmes réels qui ont des conséquences réelles, notamment sur le bien-être des thérapeutes, la rétention de professionnels et travailleurs qualifiés, notamment là en raison d'une intention accrue de démissionner.
un impact sur la qualité des soins et sur l'équité dans notre système de santé. Donc, pour cette raison, l'objectif de mon étude est d'explorer en profondeur les expériences d'injustice et de discrimination vécues au travail par les professionnels noirs en ergo et en physiothérapie au Québec. Donc, pour ce faire, on a suivi des méthodes. Je vais aller très, très succinctement. Euh, mais n'hésitez pas à me poser des questions par la suite. Donc, on a utilisé des approches critiques, en fait, des approches afro-émancipatrices qui centrent les voix des communautés noires. Et on a utilisé des approches critiques, donc on s'intéresse surtout à examiner les relations de pouvoir, les structures d'oppression et leurs effets sur les pratiques, tant en milieu clinique qu'en recherche. Donc, on utilise le concept d'intersectionnalité, pardon, qui regarde les identités croisées là, des individus. Et on a mené une étude qualitative, descriptive, interprétative par la photoélicitation, donc qui requiert de demander aux participants de choisir des images pour parler de leurs expériences durant des entretiens en virtuel. Donc, on a choisi cette méthode pour permettre aux personnes de se réapproprier le pouvoir narratif de leur vécu en partageant leur propre point de vue. Donc ici, pour illustrer, donc voici un exemple de l'une des photos qui a été soumise par une participante qui représente les dommages permanents qui sont causés par les microagressions et les conséquences importantes qu'elles peuvent provoquer. Et donc, c'est pour illustrer ici la beauté de cette méthode, c'est-à-dire que on s'intéresse vraiment à la manière dont les participants et participantes s'approprient des supports visuels pour raconter leurs expériences et ressentir à leur propre manière. Donc, pour les résultats préliminaires, on a eu un échantillon total de 19 professionnels, majoritairement des ergothérapeutes, et on a conduit 5 groupes de discussion et 5 entrevues individuelles. Donc, rapidement, les participants sont majoritairement des ergothérapeutes et des femmes, surtout dans la mi-trentaine et en moyenne ayant 8 ans d'expérience. Mais il y a une grande variation là pour les années d'expérience. Puis, les personnes étaient principalement d'origine caribéenne, mais aussi africaine, afro-latine et métisse. Et les personnes étaient majoritairement nées au Canada, avec un tiers des participants et participantes nés à l'étranger. Donc, si on regarde rapidement des catégories qui émergent des résultats préliminaires, euh, concernant l'injustice, il y a la solitude, la lourdeur et l'invalidation. Et au niveau de la discrimination, ça s'accompagne surtout de microagressions et de macroagressions. Donc, je n'aurai pas le temps de les décrire en détail, mais si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter car j'aurai d'autres présentations à l'avenir où est-ce que je pourrais approfondir davantage ces résultats. Par contre, je vous montre ici plusieurs images frappantes qui ont été soumises par les participants et participantes. Et l'image au milieu, je l'ai dessinée pour illustrer les réalités qui ont été rapportées. Et en fait, moi, je considère mon doctorat comme cette main qui tente d'apporter un peu de réconfort à ces professionnels. Donc, ça introduit à notre deuxième objectif, qui est de décrire les aspects relationnels et interpersonnels à privilégier et à éviter pour favoriser le travail en collaboration. Donc, j'ai nommé plusieurs choses très pratico-pratiques. En premier, à éviter, dire je ne vois pas la couleur. Donc, on entend souvent cette phrase, peut-être que vous l'avez déjà pensé ou dite avec une bonne intention, je le sais bien. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'en parler quand on parle d'injustice et de discrimination? Ben, en fait, c'est parce que cette façon de voir, donc aveugle à la couleur ou en anglais colorblind, euh, dans le fond, suppose que la couleur de peau n'a pas d'impact sur les expériences des personnes, alors que pour les personnes noires, l'identité raciale influence beaucoup les expériences, notamment de discrimination. Et donc, ne pas dire qu'on ne voit pas la couleur, c'est comme rendre ces réalités invisibles. Et lorsque on rend les réalités invisibles, il est plus difficile d'agir pour réduire les inéquités. Donc, cette posture néglige de reconnaître les avantages dont bénéficient les personnes blanches par rapport aux autres. Et malgré une possible bonne volonté là, que les gens ont que les gens soient traités de manière égale. Donc,
On néglige par le fait même la nécessité d'agir pour corriger les inégalités et donc ça favorise la passivité et le status quo. Donc plutôt à privilégier, c'est de reconnaître ces idées préconçues comme première piste à intégrer. Ainsi, au-delà de voir la couleur, c'est de prendre conscience des lunettes à travers lesquelles on la voit aussi. Donc ça, c'est essentiel. Et c'est de remettre en question ses propres biais plutôt que de les véhiculer. Par exemple, éviter de supposer qu'une personne noire est plus forte ou résiliente simplement à cause de son ethnie, ou de présumer des préférences ou des compétences. Donc, ça réfère notamment au concept de positionnalité. Donc, de comprendre que nos perceptions du monde sont façonnées par nos identités sociales et les rapports de pouvoir qui leur sont associés. Dans la même logique, ça réfère à l'intersectionnalité qui nous rappelle que ces identités-là ou ces identités sociales se croisent et s'influencent mutuellement, ce qui produit des expériences uniques d'avantages et de désavantages pour chaque personne, et donc pour soi-même et pour autrui. Donc, par exemple, si je me prends en exemple, mes lunettes sont influencées par le fait que je suis une femme noire, que je suis une personne hétérosexuelle, francophone, née au Canada d'origine haïtienne. J'ai 31 ans et je suis diplômée universitaire de première génération. Donc, ceci est une énumération qui n'est pas exhaustive des différentes facettes de mon identité qui s'entrecroisent, mais qui influencent aussi la manière dont je vois et comprends le monde. Et le fait de prendre conscience de ces lunettes-là, pour moi, ça me permet de réfléchir de manière un peu plus authentique sur mes interactions que j'ai avec autrui, mais aussi sur la façon dont leur réalité résonne ou peut-être diffère des miennes. Donc, c'est pourquoi je vous invite à faire de même pour vous-même. Ensuite, à éviter, c'est d'éviter d'invalider les expériences. Donc, je pense que ce qui est le plus dommageable, c'est quand une personne noire prend le courage de parler de ce qu'elle vit et qu'elle reçoit des propos qui invalident son vécu, alors que ce vécu est bel et bien réel. Notamment, selon des données de 2023, la plupart, donc 80% des personnes noires au Canada rapportent vivre du racisme au travail, soit 4 personnes sur 5. Et en santé, il y a des données qui soulignent que les professionnels de santé noirs rapportent plus de discrimination que ceux et celles d'autres ethnies. Donc, compte tenu de ces chiffres, c'est pas à nous de décider à la place des autres ce qu'ils et elles ressentent ou vivent, même quand nos croyances et perceptions divergent dès lors. Donc, si je reviens à nos 4 personnes sur 5, ça représente quand même une forte probabilité qu'on puisse faire un faux pas en invalidant le vécu d'une personne noire dans notre entourage lorsqu'elle s'exprime sur ses réalités. Donc, il ne s'agit pas de se sentir nécessairement obligé de valider ce qu'on ne vit pas, mais plutôt d'éviter que cette inconscience ou que notre inconscience mène à nier des vécus qui existent. Euh, donc, des phrases comme est-ce que ça existe vraiment ou c'est pas si pire ou ah, mais ici on est accueillant sont toutes des formulations qui sont invalidantes parce qu'elles détournent de l'expérience qui est rapportée par la personne. Cela vous est sûrement arrivé là, de vous ouvrir sur un sujet délicat qui vous faisait sentir vulnérable. Et donc, imaginez comment ça peut être blessant, ou peut-être que vous l'avez déjà vécu, de voir une personne minimiser, douter ou remettre en question votre réalité. Donc, cette invalidation peut encourager l'insensibilité à l'égard de l'humanité des personnes noires, mais surtout favoriser la justice épistémique. Donc, ça veut dire le fait de décrédibiliser la parole des membres d'un groupe qui est marginalisé lorsque ceux-ci s'expriment sur leur réalité. Donc, pour éviter de faire ça, ce qui est à privilégier, c'est d'écouter avec transparence, tout simplement, les réalités qui sont différentes des nôtres. Donc, écouter avec transparence, c'est accueillir la possibilité de ne pas comprendre l'autre sans que ça empêche le dialogue. Donc, des formulations comme je t'entends, merci de partager ton expérience, j'aimerais mieux comprendre ce que tu as vécu, sont tous de bons exemples. Aussi, je vous encourage à privilégier des formulations qui énoncent avec honnêteté
où vous vous situez dans la compréhension des enjeux qui sont nommés et qui invitent à la discussion, comme je connais pas ces réalités-là, voudrais-tu m'en parler? Aussi, on peut parfois vouloir réagir ou dire la bonne chose, mais ignorer comment le faire ou quoi dire. Donc, le mieux ici, ça serait de l'exprimer en toute transparence. Donc, par exemple, dire, je ne sais pas exactement quoi dire, mais je veux être solidaire. Donc, il s'agit ici de faire preuve d'honnêteté au moment opportun et d'une empathie sincère envers le vécu des personnes mortes. Aussi, pour éviter d'invalider les expériences, c'est aussi utile de réagir face à un incident qu'on observe. Donc, réagir face à un incident, ça aide à faire sentir la personne qu'elle est soutenue et qu'elle a accès à un milieu qui est bienveillant. Par exemple, si on constate que quelqu'un a fait un commentaire déplacé, on peut intervenir et nommer que ce genre de commentaire peut être blessant et renforcer des stéréotypes. Aussi, si on remarque qu'un ou une collègue est exclu d'une réunion ou d'une invitation, on peut demander pourquoi l'exclusion et choisir d'inclure la personne soi-même. Ces gestes font toute la différence pour augmenter la visibilité des expériences vécues par les professionnels noirs, mais surtout pour se positionner comme alliés pour des environnements de travail plus sécuritaires émotionnellement. Ensuite, à éviter, insister sur les différences. Donc, on le fait parfois inconsciemment par le simple choix de nos mots ou par les sujets que l'on met plus de l'avant lorsqu'on parle à une personne des communautés noires ou sinon quand on a des actions ou des pratiques qui démarquent une ligne franche entre deux groupes, donc eux et nous. Alors, insister sur les différences, ça contribue à constamment rappeler ce qui nous sépare. euh, et dans le fond, ça nourrit aussi la marginalisation et l'exclusion. Donc, on le fait parfois inconsciemment. Par exemple, toucher les cheveux d'une personne noire parce que c'est donc bien beau, ou sinon insister sur le fait de connaître ses origines ethniques. Tu sais, on veut vraiment savoir d'où elle vient vraiment, ou bien s'étonner que la personne parle sans accent. Sinon, on peut aussi voir la personne comme une boîte qui représente l'ensemble des communautés noires, notamment lui poser toutes les questions sur les aspects culturels en lien avec des communautés noires, ou lui attribuer sans réfléchir les patients ou patientes noirs. Ça part certainement de bonnes intentions, mais ça représente tout de même des exemples de microagressions, donc des gestes qui sont bien souvent banalisés, mais qui peuvent en quelque sorte dénigrer les personnes noires. Ce genre de comportement favorise aussi la mise en évidence des personnes noires comme étant la minorité et la différence, ce qui entraîne assez paradoxalement un écartement, donc une tendance à les séparer du reste du groupe. Donc pour ça, à privilégier, c'est de réfléchir au choix de ces mots. Réfléchir au choix de ces mots, ça permet d'assumer la responsabilité de nos efforts afin que nos interactions reflètent bien nos bonnes intentions. Donc, non seulement pour éviter d'insister sur ce qui nous sépare, mais aussi pour éviter d'invalider les expériences des autres, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc, c'est parfois carrément de se demander si on aurait pensé à tenir ce propos ou poser ce geste envers une personne blanche. Ça a l'air loufoque, mais des fois, la réponse est non. Donc, il serait sage dans ces cas-là de nuancer le propos, de le reformuler ou carrément d'éviter de le dire. Notamment les blagues sur les accents, les coiffures, la couleur de peau ou les clichés culturels sont souvent des terrains glissants vers des microagressions ou des micro-insultes. Donc, tout ici est une question de responsabilisation envers nos actes et aussi une question de choix délibéré orienté vers le respect de la dignité des personnes. Donc, ici, à privilégier aussi, c'est d'éviter, pour éviter là, les faux pas dans nos conversations, c'est de freiner l'envie de combler le vide.
Donc, dans une situation malaisante, que ce soit une interaction dont on est témoin ou dans laquelle on a participé nous-mêmes, on peut vouloir parler immédiatement pour gérer notre inconfort sans laisser la personne exprimer son vécu. Il est donc important de se retenir de cet élan. Par exemple, après un commentaire maladroit, on peut vouloir, on veut éviter d'essayer de détendre l'atmosphère par une plaisanterie qui pourrait accentuer la tension ou la contrariété de la personne qui a subi le tort. Donc moi, pour les gens qui me connaissent, je suis une grande partisane de l'humour. Par contre, dans certains contextes, il faut non seulement reconnaître que la ligne est mince entre une blague et une microagression, mais aussi réaliser que la personne n'est peut-être simplement pas d'humeur à rire après cette fête insultée. Et c'est assez, franchement, légitime. De plus, on pourrait vouloir avoir un élan pour réconforter ou soutenir la personne moralement, sans nécessairement se sentir outillé sur comment le faire. Donc, pour orienter ce qu'on veut dire, ça prend quand même une pause pour clarifier ses intentions. On peut notamment se demander, mon geste va-t-il vraiment soutenir cette personne ou juste me soulager moi et potentiellement mon propre inconfort? Donc, ça nécessite du discernement, encore une fois, pour se poser les bonnes questions et aussi de l'inhibition pour ne pas dire des choses que l'on pourrait regretter plus tard. Donc, nous arrivons maintenant au troisième objectif, qui est de reconnaître les pratiques organisationnelles qui favorisent ou freinent l'équité et l'inclusion. Donc, j'ai parcouru un certain nombre de pistes qui peuvent être appliquées sur le plan personnel, mais il y a aussi des pistes qui peuvent s'appliquer à l'échelle d'une organisation. Ça sera quand même assez rapide, mais c'est une opportunité de faire le lien justement entre les aspects plus relationnels qu'on vient de voir et de voir comment on peut les arrimer à une culture organisationnelle qui est orientée vers l'inclusion. Donc, certaines pratiques favorisent un environnement plus équitable, notamment un leadership qui est intentionnel, des politiques claires antiracistes et contre la discrimination, la mise en place d'espaces sécuritaires pour s'exprimer, des mesures concrètes pour l'accès équitable aux opportunités d'avancement et de perfectionnement, et des indicateurs mesurables de résultats pour faire les suivis de l'impact réel des efforts qui ont été déployés. À l'inverse, certaines pratiques peuvent freiner l'inclusion, par exemple le silence ou l'inaction devant des situations problématiques, la minimisation des expériences qui sont rapportées, le manque de transparence dans les processus d'évaluation, la faible diversité ethnique, autant chez les thérapeutes que dans les postes plus décisionnels, et encore des initiatives symboliques qui ne s'accompagnent pas de changements concrets. Par exemple, des quotas, euh, dire d'embaucher plus de personnes noires, sans nécessairement se questionner sur les barrières à l'inclusion ainsi que les mécanismes à mettre en place pour diminuer l'exclusion. En somme, ce ne sont pas seulement les intentions qui comptent, mais les actions et les pratiques qui sont mises en place pour transformer les cultures dans les milieux de soins. Et donc, pour finir, on arrive maintenant au dernier objectif, donc de réfléchir à ses propres rôles dans la transformation des cultures professionnelles en réadaptation. Donc, rapidement, je voudrais nommer que nous avons tous et toutes le droit d'ignorer une information, de douter de certains faits, de vouloir connecter avec ses pairs diversifiés, de ressentir un inconfort ou une lassitude par rapport aux conversations sur le racisme et de souhaiter le meilleur malgré tout. Ça, c'est tout à fait normal. Cela dit, nous avons aussi la responsabilité de s'éduquer, de s'informer, de composer avec notre malaise et nos émotions, de contribuer à la cohésion sociale dans nos équipes traitantes, de se traiter avec réciprocité, notamment dans le respect et l'authenticité, et de collaborer pour le bien collectif, donc entre autres pour la santé des populations, pour la santé de soi-même et celle de ses collègues. Ça, c'est nécessaire. Puis, dans nos propres rôles, je pense que c'est aussi important de
nommer l'inconfort. Dans le fond, le fait de parler, de nommer des injustices et des enjeux de discrimination, ça peut provoquer un certain inconfort et c'est tout à fait normal. Par exemple, les personnes appartenant au groupe dominant peuvent ressentir un certain malaise ou même se sentir coupables en prenant conscience de ces réalités. Et il est documenté là, que, dans la recherche que ces ressentis peuvent créer des blocages dans les réflexions, mais aussi dans les actions. Donc, une première étape aussi cruciale, c'est de mettre de côté le jugement envers les autres, c'est-à-dire accepter d'entendre des expériences vécues par les thérapeutes noirs sans les contester, mais aussi c'est de mettre de côté le jugement qu'on peut avoir envers soi-même. Donc, d'accepter ses propres réactions, ses propres inconforts ou ses propres biais sans se blâmer, afin de pouvoir se donner la chance de se re-questionner de manière plus authentique. Donc, cette pratique réflexive est la clé pour ensuite pouvoir mettre en œuvre là, des actions qui sont concrètes, qui visent à soutenir la transformation des cultures professionnelles en réadaptation. Donc, je vais vous laisser ici avec la question réflexive suivante. Donc, quel effort délibéré pouvez-vous poursuivre ou intégrer au quotidien pour remplir ces responsabilités? Et sinon, pour finir, 2 points à retenir de cette conférence. L'équité se traduit au quotidien, donc dans nos interactions, nos décisions et nos pratiques organisationnelles, donc pas seulement par nos intentions. Et chacun et chacune de nous a un rôle à jouer dans le changement de culture. Donc, reconnaître les injustices, écouter les expériences et agir euh, sont tous des éléments qui transforment la culture professionnelle. Et donc, une petite annonce, restez à l'affût car j'ai été invitée, j'ai eu le plaisir d'être invitée là à un épisode du balado de l'Association canadienne des ergothérapeutes qui va être diffusé sous peu. Donc, n'hésitez pas à scanner le code QR pour avoir accès à l'épisode ou aux autres épisodes du balado avec d'autres intervenants intéressants. Sinon, le projet a été financé par des subventions et des bourses d'études. Et je vous remercie pour votre écoute. Donc, j'ai une panoplie de sujets d'intérêt qui me passionnent et je vous invite à me contacter si jamais il y en a qui résonnent avec vous. Excellent. Écoute, merci beaucoup, Cindy, pour cette présentation super éclairante. J'apprends toujours à chaque fois que je t'écoute, même si on se parle à toutes les semaines. Alors, merci aussi à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait quand même une quarantaine de personnes. Alors, je vous invite quand même à demeurer connectés. Il va y avoir un lien pour une période de questions qui ne sera pas enregistrée. Répliquer. Et en fait, pour conclure, alors, j'aimerais au nom de l'IRDPM et du CRIR vous remercier chaleureusement pour votre participation à cette conférence. Merci Alors, beaucoup. vous pouvez voir à l'écran, là, participer à la salle de discussion. Donc, pour ceux qui ont des questions, là, je vous invite à cliquer là, sur participer. Merci Je, beaucoup. je vous laisse y aller, puis moi, je vais rester ici là, pour diriger les gens. Excellent. Merci, Sandra.